Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Les jolies filles devraient sourire tout le temps. Bonsoir et bienvenue dans Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, c'est moi, Lily, qui prend le contrôle de ce podcast. J'ai séquestré Romain quelque part dans un casier chez Basic Fit, puisqu'il est l'heure de parler d'aérobic. Alors, on place ses pieds à la largeur des épaules, on fléchit légèrement ses genoux et l'on s'étire pour The Substance de Coralie Farja, qui sort cette semaine dans les salles. Dans The Substance, on rencontre Elisabeth, ancienne gloire du cinéma des années 80, recyclée dans l'aérobic et incarnée par Demi Moore, elle-même ancien sex symbole, éternelle amoureuse de Patrick Swayze dans Ghost et sexy stripper dans Striptease d'Andrew Bergman. Virée de la présentation de son émission d'aérobic en raison de son âge, Elisabeth déprime et cède à l'appel d'une société anonyme qui l'invite à prendre la fameuse substance. Un liquide vert qu'elle s'injecte pour créer une meilleure version d'elle-même, à savoir Sue, incarnée par Margaret Qualley, plus jeune et plus apte à se trémousser devant les caméras, du moins selon les dires du producteur Harvey, lui aussi incarné par un ancien beau gosse du cinéma, Dennis Quaid, héros de l'aventure intérieure pour les uns, mais surtout des Dents de la Mer 3 pour les autres. Il embauche donc Sue, qui assure un show d'aérobic matinal, qui ringardise aussitôt l'ancienne émission d'Elisabeth. Or, l'usage de la substance impose des règles strictes. Les deux versions d'Elisabeth et Sue forment un tout et il faut laisser la matrice se régénérer une semaine sur deux et redonner vie à Elisabeth, allongée inerte dans un coin de sa salle de bain pendant que Sue prend sa place. Des règles dont va progressivement s'émanciper Sue, foutant ainsi le bordel dans l'existence d'Elisabeth qui voit peu à peu son corps se dégrader. The Substance est réalisé par notre française Coralie Farja, dont on est très très fier et qui sera avec nous en interview dans la deuxième partie de cet épisode. Coralie Farja qui signe donc là son deuxième long métrage après Revenge en 2017, un rape and revenge filmé d'un point de vue féminin avec une patte esthétique déjà très forte. The Substance a remporté le prix du scénario à Cannes et connaît déjà une forte réception sur les réseaux sociaux où l'on peut voir que la Gen Z s'est déjà approprié le film. Et pour vous parler de The Substance, j'ai envie de paraphraser la grande, ma reine, la seule, l'unique Jane Fonda et de vous annoncer You're gonna have a great cardiovascular workout with my top instructors. Puisque je suis aujourd'hui entourée de l'athlète du cardio capable de tenir 3 tunnels sans s'essouffler, Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Oui, bonjour. Elle a été 3 fois médaillée d'or en slasher. J'accueille Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Bitch. Salut. Et elle vous fera suer du sang et des larmes. Faites-moi 150 pompes tout de suite pour la reine du pilate sataniste, Amélie du Festival de cinéma On vous ment. Hello. Je sais même pas faire une pompe, je crois. Dans mon cœur, tu sais tout faire, Amélie. Et enfin, je suis Lily Nelson, chroniqueuse pour le blog du cinéma et pseudo-historienne de l'aérobic à mes heures perdues. Pour commencer, Mathieu, je crois que tu aimes beaucoup le travail de Coralie Farja. Oui. Qu'as-tu pensé de The Substance ? Alors, sans surprise, j'ai beaucoup aimé. The Substance, c'est un film que j'attendais vraiment depuis un petit moment pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais bien aimé Revenge, qui était une espèce de relecture d'un sous-genre bis assez crapoteux, assez compliqué. Et je trouve qu'elle s'en sortait plutôt bien, voire même très bien pour un premier film.
en termes de réalisation, en termes de cadre, en termes de tout en fait. Je trouvais que pour un premier film, c'était vraiment, vraiment très réussi. Donc voilà, j'étais curieux de savoir comment est-ce qu'elle allait transformer l'essai. Et de manière plus générale, je trouve que dans cette espèce de petite vague d'auteurs et d'autrices en fait, qu'on a pu avoir à partir de 2017-2018, tout ce qui est Julia Ducournau, Yann Gonzalez, Bertrand Mandico, Mathieu Turi et pas mal d'autres, je trouve que Coralie Farja, c'était vraiment celle où j'étais le plus curieux de voir ce qu'elle allait proposer après, parce que de tous ces films qui sont sortis dans cette période, Revenge, c'était pour moi le plus vénère, quoi, c'était vraiment celui qui en foutait le plus plein les murs. Et donc j'étais très curieux de savoir ce qui allait se passer après. La deuxième raison, bon alors celle-là elle est un peu plus liée au podcast, là on va dire qu'il y a prescription donc on peut le raconter. En gros ce qui s'est passé c'est qu'au tout début du podcast, je crois le 3e ou 4e épisode qu'on a fait, donc il y a plus d'un an en arrière, il y a quelqu'un je crois sur YouTube qui nous avait laissé un message comme quoi le podcast était très cool, tout ça. Mais grosso modo, de mémoire, c'était merci aux filles d'être le sourire de l'épisode. La touche charme. Oui, voilà, nous sommes la touche charme. Et merci à Mathieu d'être la substance. Et du coup, on a beaucoup rigolé sur ce commentaire, qui partait encore une fois d'une bonne intention, hein, c'est pas du tout une critique. Vous doutez bien que Lily, Amélie et Mylène en ont bien parlé entre elles, mais pendant un petit moment, j'ai hérité du surnom de la substance. Et si vous réécoutez les premiers épisodes de Jumpscare, vous vous rendrez compte qu'en fait, quasiment systématiquement, on a placé le mot substance à un moment donné de l'épisode. C'était notre petit running gag à nous. Donc voilà, ça me faisait une raison supplémentaire d'attendre un film qui était littéralement mon surnom dans le podcast. Voilà, ceci étant dit, à la sortie de la séance, j'ai pas du tout trouvé les 2h20 trop longues. Bien au contraire, je trouve que le film se tient très bien en matière de durée, en matière de rythme. La mise en scène extrêmement carrée de Coralie Farja, qui avait déjà dans Revenge, se retrouve aussi ici. Il y a un amour en fait pour le plan bien cadré, pour les plans aussi un petit peu compliqués. Il y avait un plan séquence assez impressionnant techniquement dans Revenge. Là, on a des plans aussi qui jouent à travers les reflets dans les miroirs qui n'en sont pas vraiment. Enfin, il y a pas mal de trucs assez techniques, assez classe. Les scènes qui doivent être dégueulasses le sont, je pense, suffisamment pour dégoûter un public qui n'est pas forcément habitué à ce genre de trucs. Je me méfiais des retours cannois parce que généralement, quand des mecs en fait hurlent que le film est atroce, que ci, que ça, en fait à Cannes, faut tempérer un petit peu parce que bon, c'est le public cannois. Mais là, pour une fois, la réputation cannoise du film, je la trouve justifiée, quoi. Je suis persuadé que d'ici une dizaine d'années, quand on jettera une espèce de regard sur ce qui a pu se passer durant cette décennie, je suis persuadé que The Substance arrivera dans le top 5 ou top 6 des meilleures surprises qu'on a pu avoir en matière de cinéma d'horreur. Le film fait de toute façon énormément parler de lui sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui se le sont réappropriées. Ce qui me permet aussi de faire une toute petite parenthèse très rapide, il y a eu pas mal d'avant-premières du film, que ce soit à Paris, que ce soit au Festival Lumière, que ce soit dans pas mal de festivals, et j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux pas mal de photos, de capture écran des derniers moments du film, chose dont je me serais bien passé, moi qui n'avais pas encore vu le film. Donc voilà, si vous êtes un influenceur / TikToker ou je sais pas quoi, et que vous vous retrouvez en fait invité à une de ces séances en avant-première, soyez intelligent, gardez votre téléphone dans votre poche, enfin faire du clic juste en montrant des images qui sont situées à la fin du film, oui, ça vous permet de faire du clic, mais ça permet surtout de voir à quel point vous êtes con. Donc vraiment, à l'avenir, par pitié, abstenez-vous. Voilà, parenthèse fermée, je vais juste en ouvrir une seconde très rapide sur les critiques du film que j'ai pu lire depuis quelques jours, dont certaines m'ont pas mal surpris. Pour faire très court, il y a plusieurs personnes qui reprochent au film de Coralie Farja d'être une espèce de best-of de ce qu'elle a pu aimer dans le cinéma de genre, et qu'au final, le film ne raconte pas grand-chose de neuf, qu'on n'ait pas forcément déjà vu ailleurs, en mieux. Il va citer en vrac le cinéma de David Cronenberg, de Brian Yuzna, de Stanley Kubrick, de Stuart Gordon, de Frank Henenlotter, de Darren Aronofsky, de Brian De Palma et pas mal d'autres. Et pour certains, ça serait complètement rédhibitoire. Ça les aurait juste empêchés de profiter du film correctement. De mon côté, quand j'ai vu le film, effectivement, oui, j'ai vu toutes ces références, mais je pars du principe que, de par ce qui est raconté comme histoire, à savoir quelqu'un qui ne veut pas vieillir et qui va, par tous les moyens, essayer de faire en sorte que son corps garde son plein potentiel, je pense que ça ne sert pas forcément à grand-chose de rester focus là-dessus, sachant que la plupart des films qui sont cités comme étant des sources d'inspiration pour Coralie Farja se basent eux-mêmes sur des trucs qui datent d'avant leur réalisation. Citer Stuart Gordon, oui c'est très bien, mais quand on parle de Stuart Gordon, on parle aussi de Lovecraft, qui revient très souvent dans sa filmographie. Bloqué sur le fait qu'à un moment donné, il y a une scène qui se passe dans un chiotte,
qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui qu'on voit dans Shining, sachant qu'il y a une autre référence un petit peu plus tard dans le film à Shining, avec une espèce de geyser de sang qui, perso, m'a bien fait plaisir. Oui, mais encore une fois, c'est pas du tout le seul film à faire ça, quoi. Et vraiment, j'ai du mal à comprendre cette espèce d'acharnement sur oulala, il y a des références, oulala, en fait, elle cite plein de trucs, sachant que plein d'autres réalisateurs et plein d'autres réalisatrices le font et ne sont pas, en fait, emmerdés à ce point. Quand T. West cite la Terre entière dans sa trilogie, les gens vont énumérer les citations, mais ne vont pas pinailler comme actuellement il y a certaines personnes qui pinaillent avec The Substance. Un truc aussi qui revient très fréquemment, c'est cette espèce de comparaison systématique avec le cinéma de Julia Ducournau, comme s'il fallait systématiquement en fait les mettre en opposition. Alors oui, elles font du body horror, oui, elles sont arrivées quasiment en même temps, mais très sincèrement, je comprends pas du tout l'intérêt de faire cette espèce de comparatif en permanence et de ramener ça sur le tapis systématiquement. Julia Ducournau, elle fait un cinéma qui est très très cérébral. Coralie Farja, elle fait un cinéma qui est extrêmement basé sur la symbolique et qui est beaucoup plus dans ta gueule, je dirais, que celui de Julia Ducournau. Je pense que plutôt que de les comparer systématiquement, de les mettre en opposition ou quoi, on devrait à la place applaudir le fait qu'on a 2 réalisatrices avec des films forts qui ont peut-être des thématiques similaires, mais qui ont des traitements complètement différents et qui, dans les 2 cas, remportent des prix, que ce soit en France ou à l'international, quoi. Et puis ce truc aussi de tout ramener au cinéma de David Cronenberg, comme si en fait il y avait que lui qui faisait des films de body horror. J'adore Cronenberg et vraiment avec tout le respect que je lui dois. Le mec, ça fait 50 ans qu'il fait des films. Je pense qu'il y a d'autres trucs qui sont arrivés entre temps. Et je pense que des mecs en fait qui font du body horror, ils sont pas forcément systématiquement comparés à Cronenberg. Ils vont peut-être être comparés à d'autres personnes qui ont fait du body horror avant eux, notamment Brian Yuzna ou Stuart Gordon, ou même quelques autres. Là, c'est tout de suite, il faut aller taper en fait avec l'évidence, quoi. Il faut aller directement taper avec la personne qui est le plus haut placé quand tu penses body horror. Et bref, voilà, je ferme la parenthèse, mais je trouvais ça un petit peu relou. Après, pour revenir sur The Substance, je pense que pour vraiment l'apprécier, il faut le compter comme une espèce de 3e volet d'une trilogie qui démarre avec un court-métrage qui s'appelait Reality Plus et qui contient en germe énormément de choses qu'on va retrouver dans The Substance. En gros, et vraiment moi c'est ça que je trouve intéressant, c'est que à travers 3 œuvres au genre vraiment bien différents, on a d'un côté une romance aux accents de SF, donc Reality Plus, un Rape and Revenge modernisé, et pour terminer, un drame qui bascule petit à petit dans le body horror. Coralie Farja traite à chaque fois du même thème. En gros, le regard porté sur un corps, féminin ou masculin, peu importe, et les conséquences physiques sur celui-ci. Alors ça a beaucoup jasé sur internet et dans les critiques, comme quoi le film de Coralie Farja, The Substance, c'était une espèce de foire au plan sur des fessiers rebondis, que toutes les 30 secondes, en fait, il y avait au moins un plan sur un cul. Pour moi, c'est pas tant le cul qui est le point central du film que l'œil. Parce que vraiment, encore une fois, je pense que l'œil et plus généralement la notion de regard, c'est vraiment ça qu'il y a comme élément principal dans le film et plus largement dans cette trilogie. À partir du moment où Elisabeth prend la substance en question, le premier élément qui commence à muter, c'est son œil. On voit qu'il commence à se multiplier à grande vitesse et donner quelque chose de monstrueux. Autre chose aussi, quand Elisabeth commence à péter un câble et ravager des trucs en fait dans son appartement, elle jette un moment, je sais plus quel objet, sur un portrait gigantesque d'elle, une espèce de tableau façon Dorian Gray là. Et en fait, l'impact ne se fait pas à n'importe quel endroit, il se fait au niveau de l'œil. Et forcément, ça dit beaucoup de choses sur le regard qu'elle peut porter sur elle-même et sur son image. Et du coup, voilà, il y a énormément de choses que moi je trouve très intéressantes à décoder dans le film, parce que, encore une fois, malgré son côté très simple sur le papier, c'est un film avec très peu de dialogue, qui raconte une histoire qu'effectivement on a déjà vue sous d'autres formes. Je trouve que c'est un film qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et qui, à mon sens, trouvera de l'intérêt au fur et à mesure des revisionnages, parce que je suis persuadé qu'il y a pas mal de choses en fait qui sont planquées dedans et qu'on ne peut pas capter lors d'un seul et unique visionnage. Et puis, si on regarde la trilogie de manière plus globale, il y a aussi quelque chose qui revient fréquemment, c'est le fait que 2 éléments vont de toute façon finir par se mélanger, alors qu'à la base, c'était pas forcément prévu pour. Dans Reality Plus, on a ces 2 voisins qui vivent côte à côte sans forcément connaître leur véritable identité, mais qui partagent bien plus de choses qu'ils ne le pensent. Au début de The Substance, on a exactement l'inverse, c'est-à-dire un œuf qui va être mélangé à la substance, qui va muter et créer en fait une espèce de double de lui-même, annonçant en fait tout ce qui va se passer derrière. Dans Revenge, il y a tout un jeu au niveau des couleurs, notamment la couleur bleue et la couleur rose. Il y a une espèce de reflet, mélange, basculement, tout ça mélangé à la fois qui se produit. Dans The Substance, alors c'est très rapide, mais quand Demi Moore se rend à l'endroit justement où elle doit récupérer le produit en question, si vous regardez bien sur la droite, il y a une espèce de graffiti qui montre 2 cellules qui vont ensuite fusionner pour n'en former qu'une seule.
Dans Revenge, dans l'espèce de grand salon qui finit maculé de sang à la fin, on a un tableau qui montre 2 espèces de cercles qui pour moi m'évoquent des cellules côte à côte. Après, pour terminer sur les éléments qui reviennent de film en film, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, relativement peu de dialogue. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que enfin, on a quelqu'un qui a compris que paraphraser ce qui se passe à l'écran, ça n'est pas intéressant. Et on a enfin quelqu'un qui a confiance en sa mise en scène et qui, en plus, est doué à ce niveau-là. Donc ça fait plaisir. On a, comme je l'ai dit, des plans séquences tordus, des plans dans des miroirs impossibles. On a des personnages devant des miroirs, que ce soit dans Reality Plus, dans Revenge ou dans The Substance. C'est quelque chose en fait qui revient très souvent de par la thématique principale qui est encore une fois le regard porté sur notre propre corps. En parlant de regard, celui porté sur les hommes dans ce film-là et même dans le précédent, je le trouve assez savoureux parce que très objectivement, il n'y en a juste pas un pour attraper l'autre. Et j'ai vu aussi des critiques qui râlaient sur le fait qu'à chaque fois, ils étaient filmés en très gros plan avec un objectif déformant. On les voyait en train de bouffer très bruyamment, mâcher en très gros plan des trucs dégueulasses et tout, avec tous les bruits de mastication qui vont avec. Étant donné que le film il est over the top à tous les niveaux et que, encore une fois, c'est un cinéma qui est fait pour aller directement dans ta gueule, je vois pas vraiment le problème en fait à ce niveau-là, quoi. Et puis cette façon aussi de filmer de la bouffe, de la viande en très gros plan, quitte des fois en fait à dégoûter. Je trouve que ça fait aussi écho à tous ces plans sur des fessiers, sur des culs qu'il y a littéralement vraiment en permanence dans le film. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont râlé en disant oui, mais machin, c'est une critique du mal gaze et tout, mais elle filme des culs en permanence. Moi, je trouve que c'est pas du tout ça le sujet. Je pense en tout cas qu'il y a une espèce de parallèle à faire entre la notion de viande, la notion de corps jetable. Tout ça, ça n'est que des corps, ça n'est que des corps qui sont périssables, ça n'est que de la viande, et ça n'a pour vocation que d'être consommé, jeté et remplacé. Et Alors, pour ce qui est des culs dans The Substance, alors tu parlais de références recrachées. Moi, pour certains, c'est parce que ça n'est pas ton avis, mais moi j'abonde dans ton sens, dans le sens où elle va s'en servir, et pour moi, pour leur faire dire ce qu'on dit pas habituellement avec ces codes. C'est-à-dire le rape and revenge, c'est un truc de fantasme masculin un peu dégueulasse. Et là, en parlant des culs, là, en fait, sa référence, je pense en tout cas, c'est Ron Harris, qui est un réalisateur érotique, qui a percé à la télé dans les années 80 en produisant la toute première émission d'aérobic qui s'appelait 20 Minutes Workout et qui était un truc en fait pseudo-érotique. C'était pas des femmes qui faisaient de la gym qui regardaient ce machin, c'était des hommes. Et on voyait des culs filmés de très près sur un fond blanc. Et c'était pour draguer un peu un public un peu avide disons de sensations érotiques, d'émoustillage, et moins des femmes sportives. Et du coup, là, en fait, elle te retourne le truc en lui faisant dire autre chose. Là, en fait, comme tu le dis très justement, là, c'est filmé de manière tellement ostentatoire, sur un fond blanc à la Ron Harris, que ça en vient à te déranger. Parce que justement, tu as fait très intelligemment le parallèle avec la viande. Qu'en fait, ça démontre à quel point on a traité les femmes dans le fitness ou dans la société de l'image en général comme de la viande. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que le film ne fait pas que recracher des références. Elle les digère même. Elle les digère et... C'est littéralement ce qui se passe à la toute fin du film. Sans trop spoiler, à la fin, il y a une espèce de show qui est organisé. Et grosso modo, les personnes qui sont dans le public, c'est en grande partie des personnes âgées, quoi, beaucoup d'hommes, et qui sont principalement là pour voir des seins et des culs. Ils auront ce qu'ils attendent, mais recraché d'une façon qu'ils n'auraient pas forcément imaginé. Et le pied de nez, il est là, c'est-à-dire qu'il y a littéralement ce pourquoi ils sont venus, mais détourné de manière monstrueuse. Et ça va dégénérer à ce moment-là, parce que de toute façon, ça ne correspond absolument pas à leur canon de beauté, quoi. Après, je finirai là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses qui reviennent d'un film à un autre, notamment cette espèce d'obsession pour la cicatrice dorsale. On a aussi un gros plan extrême d'un insecte en train de se noyer. Je crois que c'est une fourmi dans The Revenge. Il y a une espèce d'obsession pour les longs couloirs qui mènent à un endroit où, de toute façon, un petit peu plus tard, il va se passer quelque chose de dramatique. Couloir qui, au bout d'un moment, va être, en tout cas dans Revenge et The Substance, recouvert de sang. Il y a quelques mois en arrière, j'avais fait une FAQ pour ma chaîne où je disais que, n'ayant pas encore vu le film, j'espérais qu'après Revenge, Coralie Farja nous fasse un petit peu le même coup et refoute encore une fois du sang plein les murs. Putain, je pensais pas que c'était à ce point-là. On a aussi une espèce de séquence hallucinée dans Revenge et The Substance où un personnage va prendre
une drogue ou quelque chose qui va lui faire voir des hallucinations. Petite dédicace aussi à la personne qui est assise juste devant moi dans le cinéma et qui a fait une crise d'épilepsie. Voilà, des bisous. On a aussi un acteur qui revient de film en film, en l'occurrence Vincent Colombe, qui a un tout petit rôle dans The Substance, mais qui tenait le rôle principal dans Reality Plus et qui jouait un des violeurs dans Revenge. Bref, voilà, je m'arrête là, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent en fait de film en film, qui font que pour moi, Coralie Farja, c'est pas juste la révélation du moment, c'est vraiment une autrice majeure avec qui il va falloir compter. Et je pense que c'est totalement stérile de continuer en fait à la comparer à Cronenberg, à un tel, parce que en l'état, j'ai pas vu une copie en moins bien de quelque chose que j'avais déjà vu 15 fois. J'ai vu quelqu'un qui se réapproprie une histoire et des codes, et qui au final livre un film qui ne ressemble qu'à elle-même, à savoir un film de Coralie Farja. Oui, surtout que moi je trouve qu'il y a un peu un mépris pour ces thématiques féminines et pour tout ce qui est symbolique autour de l'aérobic, parce que c'est des trucs féminins un peu flashy qu'on a tendance à mépriser, alors que l'ADA autour de l'aérobic, il n'y a pas que les références au cinéma bis et au cinéma d'exploitation, il y a aussi un travail très fouillé dans les références à l'aérobic, et je l'ai rarement vu exploité de la sorte. Mais bon, je me tourne maintenant vers Amélie. Alors, toi, je sais que tu aimes bien le body horror qui fait blop blop, mais tu as aussi vu des références littéraires dans The Substance. Exactement, c'est vrai que moi le body horror c'est bien ma came, hein. J'aime tout ce qui c'est une esthétique horrifique que j'aime bien. Ça transmet des problématiques que je trouve importantes et en plus qui nous touchent tous de très près parce qu'il n'y a rien de plus body horror que de se regarder dans la glace le matin. Parce qu'on vieillit tous, on change tous, on va tous être touchés par la maladie, par l'accouchement, par la vieillesse, par le handicap à un certain moment de notre vie. Et du coup, le body horror, c'est vraiment un truc qui est très universel et très féminin aussi, parce que la vie d'un corps de femme est du body horror permanent. Mais surtout, en réfléchissant à The Substance, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans le film, et effectivement, tu l'as dit, Mathieu, c'est un film qui est très riche, qui foisonne de références, de clins d'œil, elle est allée chercher beaucoup de choses différentes, Coralie Farja. Mais ce qui me surprend un petit peu, c'est que sous ces airs aérobiques très pop, très colorés, eh bien, en fait, il y a pas mal de trucs qui sont des références aux contes, et quand même aux contes gothiques même. Vraiment les trucs bien sombres, bien dark, comme moi j'aime bien. Évidemment, on peut voir en fait cet effet de doppelganger, donc de double, auquel on accède par une substance. On peut bien sûr penser à Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, où on a quand même comme ça deux personnages à l'intérieur d'un seul et qui alternent comme ça. Il y en a un qui fait plutôt le bien et l'autre qui fait plutôt le mal, mais ils savent chacun que l'autre existe. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est le bouquin le plus spoilé de l'univers. Tout le monde sait que c'est la même personne, alors qu'en fait c'est censé être la révélation, le twist final du bouquin, mais bon, maintenant tout le monde le sait. C'est comme Sixième Sens, hein, tout le monde voilà, sait. Hein. C'est ça. Bruce Willis est mort. Mais il y a un autre truc comme ça dans l'idée de double. On peut bien sûr penser au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, et Coralie, il fait vraiment référence avec ce grand portrait d'Elisabeth qui va lui aussi être altéré au cours du film. Mais surtout, en fait, c'est le corps d'Elisabeth qui, au fur et à mesure de ses transformations, plus a du succès, plus elle a des amants, plus elle est exposée, plus elle réussit dans sa carrière, plus elle va tirer sur la corde. Et en fait, celle qui va subir les conséquences de cette gloire dans son corps et dans sa chair, c'est Elisabeth. Du coup, il y a un truc comme ça, comme dans le portrait de Dorian Gray, où en fait, Dorian Gray est super successful, immortel, beau, jeune tout le temps, et son portrait est le reflet de ses exactions et il prend la vieillesse, la maladie, mais aussi les turpitudes de son âme, il faut le rappeler, c'est-à-dire que Dorian Gray est une très mauvaise personne. Et son portrait subit les conséquences, et il y a un affrontement final. Et cet affrontement final, on peut penser aussi au conte d'Edgar Poe, William Wilson, où, pareil, en fait, c'est un personnage principal qui a l'impression de voir son double en permanence, au point où il va devenir fou et il va finir par tuer son double. Et son double, en gros, lui dit tu m'as vaincu, je succombe, mais toi aussi, en me tuant,
tu t'es tué toi-même, en fait. Tu t'es radicalement assassiné toi-même, je cite Edgar Poe, par cette image qui est la tienne, comme tu t'es radicalement assassiné toi-même. Vois dans ma mort, voilà, ta propre mort. Et il y a un peu de ça, parce que sans trop spoiler, même si elles sont censées alterner, Sue et Hélène vont à un moment se retrouver... Sue et Elisabeth... J'ai fait un truc avec Sue et Hélène, là, ça sortait de nulle part, merci. Donc Sue et Elisabeth vont finir par se trouver face à face. Et quand je disais le conte gothique, c'est qu'il y a aussi quelque chose en dehors de la substance, on va dire, qui est un peu potion magique. Il y a dans le conte quelque chose qui est de l'ordre du non-respect des règles. C'est-à-dire que souvent, les personnages de contes ne respectent pas la règle qui leur est donnée. On peut penser au petit chaperon rouge qui s'arrête alors qu'on lui avait dit de ne pas le faire. On peut penser à la femme de barbe bleue à qui on dit de ne jamais ouvrir cette porte, mais qui à un moment, on va dire, poussée par la curiosité, va transgresser la règle. Et on peut penser à Cendrillon qui est censée rentrer à minuit et qui rentre vraiment, elle prend son Uber au dernier moment. Et du coup, il y a ça dans The Substance où même si les règles sont très simple et très clairement posé, de manière en plus très à l'impératif. Ça, justement, c'est une des questions que j'ai posées à Coralie Farja, c'est que cette entité est complètement anonyme. Elle ne fait que donner des injonctions, donner des règles. Et on ne sait pas qui est derrière la substance, en fait. Du coup, il y a un moment où, effectivement, Sue va cesser de respecter les règles qui sont pourtant très simples, 7 jours l'une, 7 jours l'autre, pas d'exception. Parce qu'elle va tirer sur la corde, parce qu'elle va en vouloir toujours plus. Et en fait, c'est un petit peu le point commun de ces contes gothiques où on échange, c'est qu'on en veut toujours plus et que le personnage finit par être puni à la fin. Dans son interview, Coralie Farja évoque le pacte avec le diable à travers cet achat de la substance. On ne sait même pas si c'est un achat, d'ailleurs on ne sait pas si elle donne de l'argent en échange de la substance, c'est jamais vraiment précisé. Mais en tout cas, elle fait un pacte avec cette entreprise maléfique. Enfin, pas vraiment maléfique, je dirais que elle est neutre, mais elle fait un pacte pour être plus jeune, plus belle, une meilleure version d'elle-même, comme Faust. Et elle va être punie pour ça, pour en avoir voulu toujours plus. Il y a quand même une notion dans le conte qui est la morale. C'est-à-dire que le conte est censé nous apprendre quelque chose. Il est censé nous apprendre à parler aux étrangers dans la forêt ou parfois à se méfier des membres de sa propre famille. Il est censé nous apprendre qu'on doit être gentil, qu'on doit respecter les règles, qu'on doit écouter son papa et sa maman, tout ça. Et là, dans sa dimension de conte, je ne dirais pas vraiment que c'est le personnage d'Elisabeth ou de Sue qui est jugé, puisque même si elles en veulent toujours plus parce qu'elles sont obligées d'en vouloir toujours plus. Je pense qu'au début du film, par exemple, Elisabeth est très contente de ce qu'elle fait. Elle est très contente d'être une star de l'aérobic. En plus, elle a réussi à... Même si elle n'est plus une star d'Hollywood, on va dire qu'elle a rebondi, elle a trouvé quelque chose. Mais comme elle se fait mettre dehors, elle est obligée d'en vouloir toujours plus pour se maintenir au niveau, pour être toujours en concurrence avec les autres femmes, pour être en concurrence dans cette société qui en demande toujours plus aux femmes et pour être toujours plus belle, toujours plus forte, toujours plus sportive. D'ailleurs, il y a eu des critiques qui étaient de pourquoi elle a pris Demi Moore, qui est déjà hyper belle, pour être encore plus hyper belle. Mais justement, c'est pas pour rien qu'elle prend déjà une femme qui est au top, parce qu'elle se doit de rester au top. Et c'est en fait un truc que toutes les femmes s'imposent, mais particulièrement les femmes qui sont, on va dire, médiatisées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un lifting quand on n'a pas cicatrisé, mais en fait, le fait que des femmes comme ça s'imposent quelque chose qui a l'air d'être extrêmement douloureux et extrêmement dangereux, mettent leur vie en danger et s'imposent quelque chose, il faut souffrir pour être belle, ça sort pas de nulle part, c'est quelque chose qui est extrêmement commun. Il suffit de voir certaines stars de télé-réalité qui s'injectent, qui se font injecter des produits abominables pour avoir un cul parfait, quoi. C'est pas un truc qui... Elle pousse pas le vice si loin que ça, en fait, dans son film. C'est déjà un truc... Les femmes se font déjà charcuter et poussent toujours plus loin en ignorant les conséquences, parce qu'il y a beaucoup d'opérations de ce type qui ont des conséquences, qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur la santé. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est pas le personnage qui est jugé, je trouve, en tout cas.
c'est pas ni Elisabeth ni Sue qui est jugée dans ce qui se passe là, c'est qu'en fait, tout le monde, à la fin d'ailleurs, je vais pas trop en dire sur ce qui se passe à la fin, mais les spectateurs ont des réactions qui sont pas des réactions normales face à ce qui est en train de se passer, quoi. Ils sont venus voir du spectacle et ils sont venus et ils se retrouvent face à quelque chose d'improbable, mais ça les énerve plus que ça ne les horrifie, quoi. Effectivement, le public est énervé, il en veut toujours plus et du coup, les personnages en veulent toujours plus eux-mêmes. Voilà, donc je ne sais pas quelle est vraiment la morale de cette histoire, à part de lâcher la grappe aux femmes d'une manière générale. Mais en tout cas, voilà, c'est un genre de conte horrifique qui, moi, m'a beaucoup plu. Mmh. Bah dis donc, j'ai tunnel sur tunnel ce soir, vous êtes bien chaud. vous avez pris votre petite Powerade avant la séance de ce soir. Grave. C'est la preuve que le film est extrêmement riche et tu parlais de références littéraires. Moi, j'y ai vu aussi le portrait de Dorian Gray, je pense que c'est le plus évident, mais j'ai vu aussi beaucoup de La peau de chagrin. Oui, puisque, La peau de chagrin, voilà. évidemment, bien sûr, qui est... que plus tu profites de ce qui t'est donné, plus tu réduis ton espérance de vie. Voilà, effectivement, La peau de chagrin, c'était aussi une référence assez, on va dire, pas évidente, pas tant que ça, mais une des références, en tout cas, de The Substance. Oui, tout à fait. Et je voulais rebondir juste for the culture sur ce que tu disais sur la violence des opérations esthétiques. Là-dessus, il y a une œuvre de pop culture qui en parle beaucoup et qui la représente beaucoup, c'est Nip Tuck, que je trouve incroyablement réalisé. Allez voir le premier épisode de Nip Tuck, il y a une liposuction dans les 10 premières minutes. C'était hardcore à l'époque, Nip Tuck, et vous vous rendez compte à quel point c'est violent, une liposuction, mais violent dans le sens où les gestes du chirurgien sont brusques, et surtout le résultat, c'est un truc monstrueux, quoi. Enfin bref, mais... Et sinon, si ce genre de thématique vous intéresse, moi, il y a une artiste que j'adore, c'est parmi mes artistes préférés, il y a Orlan, qui a travaillé sur le rapport au corps des femmes pendant toute sa carrière d'artiste plasticienne. Et il y a notamment une œuvre qu'elle porte encore sur elle. Elle s'est fait poser des prothèses sur le visage, des sortes de protubérances qu'elle a sur le front. Et elle a été opérée, elle était consciente. Elle récitait des poèmes pendant qu'on lui faisait ces opérations sur le visage. Et c'était à l'époque retransmis par satellite parce qu'il n'y avait pas Internet dans les années 80 dans de grandes galeries d'art et de grands musées partout dans le monde, en direct, pendant qu'elle était opérée. Donc il y a un genre de body horror où elle a utilisé la chirurgie esthétique de façon détournée, pas pour être plus belle, entre guillemets, même si je trouve qu'elle est incroyablement... elle est somptueuse, cette femme, mais de s'opérer pour faire de son corps une sorte d'œuvre d'art permanente qui, grâce à la chirurgie esthétique, un peu détournée, quoi. Elle a utilisé la chirurgie esthétique comme moyen d'expression. Ouais. Tout à fait. Alors, on va partir dans une autre direction. Alors là, on était un peu plus sur les références cinématographiques et littéraires, mais on a quelqu'un qui aime beaucoup analyser les couleurs parmi nous, qui en a même fait une série de vidéos sur sa chaîne. Et le film bénéficie d'une direction artistique assez significative sur ce point. Mylène, je suppose que tu veux nous en dire un mot ? Oui. Alors moi, j'ai aucune référence parce que je n'aime que les slashers, donc je savais pas. Non, c'est faux. Puis t'es une femme, hein. Voilà, je suis une femme. Je connaissais que La mort vous va si bien. Tu es la touche charme. Voilà, je suis la touche charme. Oui, mais... c'est vrai. Il y a La mort vous va si bien aussi dans les références du film, qui est assez évident. Ouais, et c'est très chouette, c'est très cool. Mais déjà, dans un premier temps, j'ai adoré le film. J'aimerais dire à quel point je l'aime et à quel point il m'obsède depuis que je l'ai vu. D'ailleurs, tout mon algorithme sur les réseaux sociaux n'est que The Substance. Voilà, je pense que les réseaux sociaux m'ont bien compris là-dessus. Et effectivement, ce qui a fait que j'ai aimé le film, bon, c'est déjà les thématiques, mais c'est vraiment le travail des plans et de la couleur. C'est un secret pour personne maintenant. J'adore... dénicher en fait les symboliques des couleurs dans les films, et là j'ai vraiment été servie avec The Substance. En plus, lors de l'interview de Coralie Farja, j'ai pu lui poser une question là-dessus et c'était volontaire, donc ça a vraiment fait plaisir à mon petit cœur, vraiment. Et j'ai totalement été fascinée par la justesse et la rigueur avec laquelle elle arrive à symboliser ses personnages par leur espace qui les entoure, mais aussi par leurs vêtements, et à les iconiser. Et après je vous laisserai la réponse de Coralie Farja pour plus de détails là-dessus. Mais effectivement, comme Mathieu le disait tout à l'heure, la scène d'introduction, c'est un œuf qui va se dupliquer sur un fond bleu.
donc avec un jaune très marqué. Donc déjà, dès le départ, on va avoir les 2 couleurs qui vont symboliser le personnage de Demi Moore, Elizabeth. Elizabeth, elle est symbolisée par un bleu assez foncé. Elle est parfois sur un bleu un peu plus doux, mais le bleu plus doux, il sera plus pour le personnage de Sue. Et un élément qui va revenir tout le long du film, et notamment par des plans qui vont se répondre. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça va revenir 4 fois, ce plan. Cette scène, plus précisément, c'est le manteau jaune, le fameux manteau jaune qui est devenu presque une icône de The Substance. Et du coup, Elisabeth, donc vraiment, dès le départ, on va l'identifier par ces 2 couleurs. On va montrer qu'elle est entourée de ce bleu-là. Et bizarrement, avant d'avoir apparaître ce manteau jaune, il y a une autre couleur qui va entourer Elisabeth et qui va même la gober. C'est un espèce d'orange qui tire vers le rouge. Donc, en général, l'orange, la symbolique de base, c'est vraiment quelque chose d'assez joyeux, c'est quelque chose de très doux. Mais là, pour le coup, c'est un orange qui tire tellement vers le rouge que c'est plutôt, pour moi, en l'occurrence, le pouvoir, l'avide de puissance et aussi l'oppression du patriarcat sur le personnage d'Elisabeth. D'ailleurs, la première fois qu'on va voir ce orange, qui est la couleur d'un personnage, le personnage de Harvey joué par Dennis Quaid, on va le voir dans ce couloir. En fait, elle sort de sa séance d'aérobic et elle va traverser un couloir donc vraiment qui est complètement orange, sauf du coup le tapis qui a des notes de bleu. Et ce couloir en fait représente les années qu'elle a passées, puisqu'en plus, en parallèle de ça, on va lui souhaiter son anniversaire. Donc vraiment, il n'y a pas plus symbolique qu'elle est vraiment en fait matrixée et par le temps et par cette industrie en fait qui a voulu faire d'elle une icône par son corps et qui va aussi en quelque sorte la détruire, parce que pour moi c'est ça le propos du film. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on va retrouver ce orange combiné avec sa couleur, donc le bleu, c'est des scènes où elle va avoir justement encore un espèce de clou enfoncé pour lui rappeler son âge, pour lui rappeler qu'elle est jetable. La scène d'après, c'est notamment la scène dans les toilettes où on lui rappelle encore une fois qu'elle a fini, qu'elle est en bout de course en fait pour cette industrie. Et ce dernier clou va être enfoncé lorsqu'elle va avoir un repas avec le personnage d'Harvey, qui lui est symbolisé par le orange. Dans cette scène, c'est pas compliqué de le comprendre. On a des crevettes, tout est orange autour de lui. Et d'ailleurs, elle est vraiment entourée par cette couleur-là. Et la seule couleur autre, c'est le bleu qu'elle va porter. Et encore une fois, c'est pour lui rappeler à quel point elle est jetable et à quel point, à 50 ans, elle n'a plus rien à faire dans cette industrie-là. Cette couleur, on la retrouve aussi quand elle part récupérer ses affaires. On la retrouve aussi avec le personnage de Sue pour symboliser que, en fait, peu importe le corps qu'elle a, peu importe le personnage qu'elle joue, en quelque sorte, elle est toujours matrixée par ce orange et matrixée par le personnage d'Harvey qui symbolise l'industrie de manière générale. L'industrie et le patriarcat, du moins, ça, c'est ce que je pense du film. Et ce qui est marrant, c'est que ce orange, cette combinaison de orange et de bleu, on va la retrouver qu'une seule fois, à part du coup que ce soit par le personnage de Dennis Quaid ou dans ce couloir en fait où elle va tourner, le couloir des studios, c'est dans sa cuisine. Et pour moi, c'est pas anodin non plus, parce que c'est aussi un endroit où elle se sent plus faible, où elle se sent pas très à l'aise. Et du coup, à chaque fois qu'on va voir cette combinaison, c'est pour montrer que le personnage d'Elisabeth est dans une position de faiblesse. Et le bleu aussi, là où il est important, donc le bleu tout seul sans le orange, c'est pour notifier son espace, parce que quand on va découvrir pour la première fois son appartement, donc encore une fois, les couleurs, c'est par l'architecture qui entoure les personnages, mais par leurs vêtements. Donc ce bleu qu'elle porte, il est aussi très très présent dans son appartement, et notamment derrière un tableau d'elle qu'on va voir dans son salon. Et en fait, derrière, c'est peint en bleu. Et ça, c'est pas anodin non plus, parce que ce bleu présent dans son appartement va nous permettre de comprendre la transition d'Elisabeth vers Sue. Parce que tout le principe du film, je suis désolée, je spoil, c'est qu'elles vont devoir switcher, mais surtout ne pas oublier qu'elles ne sont qu'une seule et même personne. Et en fait, plus Elisabeth va se sentir mal et rejetée dans son corps vieillissant parce qu'on lui dit, parce que lui dit l'industrie, plus elle va prendre plaisir à être Sue. Parce que lorsqu'elle est Sue, elle est mise en avant, elle reprend du coup quelque part sa vie en main. Et plus Sue va prendre de la place, plus ce bleu va s'effacer. Et Sue, sa couleur, c'est le rose. On va le voir très très vite. D'ailleurs, donc encore une fois, le point marquant de transition entre Sue et Elisabeth, c'est le jaune. Le jaune, c'est un petit peu on va dire qu'il y a 2 couleurs neutres dans ce film. C'est le blanc de la salle de bain, qui est un peu on va dire le reset à chaque fois des personnages, et le jaune qui est porté à la fois par Elisabeth et par Sue.
ce jaune du coup qu'on va retrouver donc quand elles vont faire le chemin, soit pour récupérer la substance, soit le chemin en mode un peu walk of shame. D'ailleurs, au fur et à mesure du film, ces scènes, elles vont être de plus en plus courtes, elles vont être plus effrénées. Coralie Farja, elle va tourner en faisant bouger sa caméra pour nous montrer le mal-être de ce personnage, et notamment le mal-être d'Elisabeth quand elle doit sortir dehors et quand elle doit affronter le monde et sortir de sa bulle et de son appartement. Et au fur et à mesure, donc au départ, le personnage de Sue, qui est symbolisé par le rose, un rose très vif, mais aussi très doux, parce que Sue, elle est plus sur des teintes assez pastel en fait, ou alors très très pop. Contrairement à Elisabeth qui a des couleurs un petit peu plus ternes, le personnage de Sue, au départ, il est dans les tons roses, mais aussi dans les tons bleus, pour signifier que à ce moment-là, Elisabeth, elle accepte le switch. Elle comprend qu'elle n'est qu'une seule et même personne. Mais progressivement dans le film, le bleu va s'effacer et Sue va revêtir de plus en plus de rose, sa garde-robe va prendre de plus en plus de place, et notamment à la fin du film, lorsqu'elle n'acceptera plus, qu'elles ne sont plus la même personne, qu'elle n'arrivera plus du tout à retourner dans son corps, qu'elle ne voudra plus de ce corps-là, et ben en fait le cadre déjà va disparaître, le cadre qui représente Demi Moore, mais derrière ce cadre, la peinture va changer et ça va être peint en rose. Donc vraiment, je trouve que c'est hyper malin comment le personnage, comment Coralie Farja a, avec très peu de dialogue, réussi à nous signifier par l'espace, mais aussi les vêtements, comment les personnages pouvaient se comporter. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, en voyant les ambiances colorées, on sait presque quelle émotion on est censé ressentir, nous, en tant que spectateurs. Et d'ailleurs, je vais revenir une dernière fois sur la couleur bleue. Donc, je vous disais tout à l'heure que le bleu, c'était la couleur d'Elisabeth. Mais on peut voir aussi que vers la fin du long métrage, le personnage de Sue va revêtir ce bleu. Et c'est pas anodin pour moi parce que justement, quand elle commence à le revêtir, c'est un moment où le personnage d'Elisabeth n'existe presque plus, où elle n'existe que par le biais de Sue, et elles font une espèce de symbiose, et notamment dans le final, elle va revêtir cette robe bleue qui pour moi est vraiment le symbole que c'est pas de la meilleure des façons que ça aurait dû être fait, mais les deux personnages sont enfin en symbiose et sont enfin à nouveau une. Et ça, c'est chouette. C'était pas comme ça que je voulais le dire. Mais voilà, du coup, je trouve que le film est complètement fascinant. J'ai vraiment parlé que de la surface de ce film et de comment la symbolique, elle est mise en scène. Mais je le trouve assez dingue. Et notamment, je reviendrai sur une dernière scène avec le bleu et le orange pour dire à quel point c'est fascinant comment elle a mis en scène ces deux couleurs pour montrer à quel point elle est oppressée par les hommes et par le système. C'est qu'on va le retrouver aussi, j'ai oublié, dans une autre scène. C'est lorsque Sue passe le casting pour remplacer Elisabeth. Et là, on a aussi cette oppression par les deux couleurs qui sont mises en phase. Et voilà, je trouve que la mise en scène, elle est incroyable. Je me répète encore une fois. La symbolique des couleurs, elle est dingue. Et merci Coralie d'avoir autant utilisé la symbolique des couleurs pour vraiment créer des personnages iconiques. Et je pense que c'est aussi pour ça que le film est devenu presque, avant sa sortie en France, une icône de pop culture maintenant, parce que du coup, vu que mon algorithme est popé que de The Substance, je m'en suis bien rendu compte, et peut-être que je suis un peu biaisée, mais je trouve ça assez dingue. Le manteau est déjà devenu plus célèbre que le film, presque. Pour Halloween. La fiole aussi, hein, la fiole verte. La fiole aussi. Il y avait déjà des cocktails, des recettes pour reproduire la couleur de l'activator, ouais. pour en faire des shots à Halloween, quoi. Mais ouais, c'est incroyable. Ils ont fait un masque avec la tête de Demi Moore. Enfin, je trouve ça assez fascinant. Il y a des shows de drague qui ont déjà eu lieu avec du coup les vêtements de Sue et d'Elisabeth. Et en vrai, c'est pas étonnant que le film il ait aussi bien marché sur l'iconisation, parce que encore une fois, elle a vraiment réussi à personnifier par des couleurs, par des outfits ces personnages. Et ça, je trouve ça assez dingue. Et c'est pas non plus étonnant que le film plaise et soit réutilisé dans des shows drag, parce que comme pour L'amour va si bien, il y a un côté un petit peu camp dans ce film. Et j'ai pas de mal à faire le lien entre les shows drag horrifiques et justement ce qu'on peut voir mis en scène dans le body horror de The Substance. Du coup, encore une fois... L'aérobic, c'est un truc de drag queen aussi. Hein. Oui. Ils aiment beaucoup ça. C'est vrai. Non, mais c'est totalement... Je trouve qu'il est totalement camp, ce film. Et pour vous paraphraser tous et toutes, je trouve que le film est très, très riche. Ça serait très compliqué de passer au-delà de la surface, parce qu'on ne peut pas, en un podcast, tout traiter.
Mais voilà, pour moi, c'est mon coup de cœur de 2024. Je trouve que autant j'avais moyennement accroché sur Revenge, autant The Substance, c'est un film qui nous colle à la peau, et c'est le cas de le dire. Et merci à Coralie d'avoir fait ce film. Écoute, moi je te rejoins totalement sur ton analyse des couleurs parce que les couleurs font, à mon avis, que ce film est un film d'aerobic exploitation total parce que c'est une palette de couleurs qui est totalement reprise comme si elle avait pris une pipette sur les images des vidéos d'aérobic. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est pour ça que je te rejoins dans ton analyse, c'est qu'en fait, elle revient en arrière sur les codes de l'aérobic. C'est-à-dire que ce que Sue fait, donc ce dont je vous parlais, là, c'est zoom sur des culs sur un fond blanc avec des vêtements de couleurs très vives, c'est ce que faisait Ron Harris au début de l'aérobic, dans les années 80. Donc une espèce de truc pseudo-érotique, en fait, 100% male gaze. Et c'est ça qui s'est peu à peu fait réapproprier par les femmes sportives, qui a évolué jusqu'à devenir l'aérobic de Elisabeth, en fait. En fait, ça va dans le sens inverse. L'imagerie de Sue au début, en fait, c'est celle qui a émergé une fois que les femmes se sont réappropriées l'aérobic et ont commencé à promouvoir leur propre programme d'aérobic. Donc, je trouve que dans le film, en fait, en mettant les codes anciens de l'aérobic sur un fitness qui est censé être moderne, en fait, elle nous dit que toutes les bonnes intentions qu'il y avait plutôt dans ce que les femmes ont fait par la suite de l'aérobic, elles ont été annihilées parce que reprises par une industrie et en fait, on est revenu au truc très male gaze et sexualisé. Voilà. Mais du coup, t'en as pensé quoi ? Alors, moi, j'ai longuement hésité à vous parler de ma réception du film parce qu'elle est très personnelle. Alors, pas que parce que ça parle d'aérobic, mais à la réflexion, je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que c'est l'une des thématiques fortes du film. Et oui, il y en a encore. Le film est très, très riche. Et c'est une thématique qui a longtemps été taboue quand on touchait au fitness. Je vais vous parler un peu, d'une certaine façon, de TCA, de troubles du comportement alimentaire. Alors, c'est un sujet qui me touche un peu parce que j'ai un rapport un peu conflictuel avec mon corps et on dit encore aujourd'hui assez peu que le sport peut alimenter ce type de rapport malsain à soi-même parce que la pratique sportive, c'est censé être synonyme de bonne santé. Donc, on veut pas voir les mauvais côtés. Et du coup, le film m'a beaucoup bousculée et m'a parlé dans ma chair, c'est le cas de le dire. J'étais très très mal à la sortie de la salle parce que je pense qu'en complément de la question de l'agisme, plus que de voir une version plus jeune d'elle-même en Sue, Elisabeth voit la version d'elle-même qu'elle aimerait être et qu'elle a peut-être même été ou est sans en avoir conscience. Parce que quand on est passionné d'un sport, on se fixe des buts et on se compare tout le temps à soi-même. Je crois que c'est toi, Amélie, qui en parlait. Et ben ça peut créer un TCA et faire du sport ce qu'on appelle un comportement compensatoire vis-à-vis de l'alimentation. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire vomir ou de prendre des laxatifs, une personne boulimique peut faire du sport en excès. Et personnellement, je me trouve jamais assez fine, jamais assez musclée ou pas assez musclée par rapport à il y a 5 ou 10 ans, ou je me trouve mieux par rapport à il y a 20 ou 2 ans, alors que c'est stupide, il y a 20 ans, j'avais 2 ans. Voilà. Et je me juge selon des critères qu'on m'a imposés, que l'aérobic m'a imposé, mine de rien. Et c'est un truc qui pèse sur toutes les femmes, finalement, et aussi sur les gourous de l'aérobic ou du fitness, qui nourrissent très souvent une grande souffrance vis-à-vis de leur corps. Le parallèle entre Elisabeth et Jane Fonda est assez évident. Au point que les affiches sur les murs de la chaîne de télé, dans ce long couloir dont tu parlais, Mylène, ces affiches, elles sont calquées sur les jaquettes des VHS d'aérobic de Jane Fonda. Et je les ai pas toutes vues dans le détail, mais je crois qu'il y a aussi du... comment elle s'appelait déjà ? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. C'est honteux. Katie Smith, voilà, qui était une grande gourou de l'aérobic des années 80. Mais pour en revenir à Jane Fonda, Jane Fonda, c'est quelqu'un qui vendait l'idée qu'on pouvait obtenir le même corps qu'elle alors qu'elle était anorexique.
Et là-dessus, il y a aussi un écho plus largement à la carrière d'Heather Locklear, qui, quand elle était en perte de vitesse en tant qu'actrice, a continué à exister dans les médias grâce à ses vidéos d'aérobic, mais aussi plein d'autres vedettes qui, à un moment où elles étaient moins dans le coup, utilisaient l'aérobic pour se redonner une image jeune et sexy, pour convaincre le public finalement qu'elles étaient toujours belles, comme Cher ou Latoya Jackson, et même Tracy Lords, qui a fait une vidéo d'aérobic quand elle a quitté le porno, et que du coup elle s'est rendue compte que dans le cinéma traditionnel, à part John Waters et David et Pryor, on n'allait pas trop l'embaucher. Voilà. Et je remarque que les œuvres récentes qu'on peut classer plus ou moins dans l'aérobicsploitation, parce que c'est quand même un grand fourre-tout. Alors, je peux vous citer d'autres films de ce type, comme Sweat, qui parle plus d'une coach de fitness au sens large. Dans le climat actuel, c'est un film suédois que je vous recommande vivement. Ou même la série Physical d'Apple+, avec Rose Byrne. Et ben ça, c'est des films qui, comme The Substance, enfin des films et une série, qui utilisent de plus en plus l'aérobic pour parler de ces sujets. Et de la soumission aux standards de la beauté par le sport. Et à ce titre, je trouve le message derrière The Substance assez important dans une époque où les silhouettes filiformes reviennent à la mode de manière assez inquiétante et où des coachs de sport deviennent des stars d'internet avec des discours tout aussi inquiétants. Je suis désolée, mais quand je vois Thibaut InShape avoir peur de manger une glace parce que c'est trop de glucides, ben j'ai envie de dire là il y a un petit trouble du comportement alimentaire, excusez-moi. Et il y a un passage dans The Substance où Elisabeth essaye de renouer avec sa féminité. Elle se prépare pour un rendez-vous et elle se trouve jamais assez bien, alors que c'est quand même Demi Moore, quoi. Elle est sublime, Demi Moore. Et c'est un truc que moi, et j'imagine plein de femmes vivent régulièrement dans leur salle de bain, et ça prouve bien que finalement, c'est pas notre physique le problème, c'est la manière dont on se perçoit, et même plus dont la société nous perçoit. D'autant plus qu'Elisabeth, lorsqu'elle est expulsée du business du fitness et remplacée par une figure plus jeune et plus unanimement acceptée comme jolie, bah ça n'a plus de sens en fait qu'elle prenne soin d'elle. Alors elle lâche la rampe et elle se livre à des crises d'hyperphagie, et ça fait beaucoup de bien de le voir incarné, je trouve, par un sex symbol qui joue de surcroît une star du fitness. Ça dit aussi un truc sur le sport qu'on dit rarement et qu'on dit de plus en plus à travers l'aérobic, donc ça me touche profondément. Mais j'ai quand même un tout petit bémol, mais vraiment il est tout mini. C'est que moi j'aime moyen le body horror. Voilà, j'aime pas trop ça. Hein. Mais alors, je dis moyen parce que quand c'est justement dosé ou quand vraiment c'est n'importe quoi, je peux beaucoup apprécier. Je suis une énorme fan de Brian Yuzna, mais j'aime pas le final de Society. Donc ma vie est compliquée. Cela dit, The Dentist pour moi c'est un film érotique. Voilà. Ça c'est un autre problème. Enfin bref. Mais dans tous les cas, je trouve que la scène finale de The Substance est un peu trop appuyée. Il y a des éléments que j'aime beaucoup. J'adore les éclaboussures de sang dont a parlé Mathieu, qui font en plus référence à la famille Addams. Donc ça me touche aussi. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin d'en faire autant. Voilà, moi, c'est bon, j'ai vu les gros nichons qui pendent, t'as pas besoin de m'en sortir un autre qui sort du corps. Enfin, voilà, bref, ça m'agace un petit peu sur la fin, mais je suis contente qu'un truc aussi bis, aussi décomplexé, passe sur le devant de la scène avec de l'aérobic en plus dedans, donc je suis très heureuse quand même, et aussi du virage que prend l'aérobicsploitation en ce moment. Oui, tu parlais de la scène dans la salle de bain. Moi je trouve que c'est la pire scène du film, je la trouve hyper cruelle cette scène et elle m'a fait mal. Enfin, quand elle se remet du concealer là, genre elle s'est maquillée, elle est trop belle, elle ressort, elle re-rentre, elle se remet du concealer vite fait, genre mais je pense qu'on a toutes fait ça une fois. Oui. Et du coup je la trouve tellement dure cette scène. T'as juste envie de lui dire mais bébou vas-y à ton rencard, t'es trop belle, mais tu sais très bien qu'elle ira pas en fait. Et ça brise le cœur parce que avant cette scène, elle a un regain de confiance quand elle appelle ce date, parce qu'elle se souvient qu'elle lui a dit pour moi t'es toujours, qu'il lui a dit pardon, pour moi tu seras toujours la plus belle femme du monde.
Oui. Et donc ce regain de confiance est brisé simplement par son reflet dans le miroir, ça brise le cœur, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle est dans la chambre, il y a que du orange et du bleu. Voilà, c'est tout pour moi. Là, elle met une robe rouge. Oui, elle met une robe rouge, non? La passion. La passionne, mais aussi la souffrance. Tu parlais du rapport au corps dans l'aérobic, et en fait, je repense à ton superbe costume d'Halloween de Rhonda dans Aerobic Killer. Aerobic Killer, c'est aussi un truc, même si le film est vraiment pas ouf, désolé Lily, il y a un truc sur le rapport au corps, étant donné que Rhonda, elle tue les gens parce qu'elle a elle-même un problème avec son propre physique. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, Aerobic Killer, il est écrit du point de vue d'un homme qui juge Rhonda comme quelqu'un de monstrueux. Voilà. Oui. Et Coralie Farja, en fait, de ses œuvres d'aerobic exploitation, où des fois on se moquait un peu des femmes trop superficielles qui, vous comprenez, d'un coup elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient se rendre belles en faisant un peu de gym et prendre du temps pour soi. Là, elle digère en fait tous ces codes-là. Et elle en fait autre chose, vraiment. Elle leur fait même dire le contraire. Alors, là-dessus, je pense qu'on va se quitter parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis des auditeurs parce qu'à l'heure où on enregistre, le film n'est pas encore sorti sur les écrans. En revanche, vous pouvez toujours nous donner votre avis en commentaire et nous laisser tout plein d'étoiles sur Spotify, Deezer, YouTube et Apple Podcasts et nous suivre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Instagram et sur Twitter. Et j'ai un compte Fitbit pour ceux qui veulent suivre mon cardio, sait-on jamais. Voilà. Et sur ce, on vous laisse avec l'interview de Coralie Farja et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous. Salut. Salut. Bonjour Coralie Farja, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous recevoir dans le cadre du Festival Lumière à Lyon. Mathieu, est-ce que tu veux poser ta première question ? Alors, est-ce qu'au-delà de travailler un thème identique sur 3 films, je résume à gros traits, mais en gros, le regard porté sur un corps et les conséquences physiques sur celui-ci, le fait que les films dialoguent presque entre eux et qu'il y ait aussi des récurrences entre Reality Plus, Revenge et The Substance, est-ce que c'est pensé en amont ou est-ce que ça ressurgit de manière totalement inconsciente ? Je pense que c'est les deux. Enfin, c'est-à-dire que, en effet, il y a des vraies thématiques communes et j'aime beaucoup la phrase que vous dites sur, effectivement, la résumer sur comment le regard porté sur un corps entraîne tout un nombre de conséquences très, très violentes. C'est exactement la thématique en fait qui se diffuse au sein des 3 films de manière très différente. Donc ça, je pense que c'est une sorte de terreau commun que j'exprime de manière, je pense, inconsciente parce qu'elle fait partie de moi, elle fait partie de ce que j'ai envie d'exprimer et de, je pense, que ce que j'ai besoin de libérer et de mettre à l'écran. Et après, il y a, je pense, une déclinaison spécifique à chaque film. Où Revenge, par exemple, c'est plus sur la violence extérieure qui s'abat sur le personnage et qui provoque cette fuite en avant, cette chasse à l'homme. Et dans Substance, c'est plus la violence intériorisée qu'on est amené à se faire à nous-mêmes par rapport à effectivement tous ces regards et la manière dont ils se posent sur nous. Qui aboutit à des registres de films très différents et à une expression où chaque film, voilà, ça a vraiment son ADN propre. Mais en effet, je pense qu'il y a pour moi un terreau commun aussi parce que dans mon cinéma, je travaille beaucoup sur le symbolisme. Il y a très peu de dialogue dans ces 3 films-là. Et donc, c'est finalement ces figures symboliques fortes sur ce qui représente la féminité, ce qui représente la masculinité toxique, ce qui représente le fait pour un personnage d'être broyé d'une façon ou d'une autre, se redigère et se retransmet de film en film avec mes éléments de langage, de mise en scène, que ce soit visuel, que ce soit sonore.
et je pense qu'il se retransforme, mais qu'il y a quelque chose, oui, qui se recrache dans chaque film de manière jumelle, quoi. Même si les films, c'est vrai, sont très différents, pour moi, il y a une vraie communauté dans les trois, ouais. Votre dernier film, The Substance, traite d'un idéal physique impossible à atteindre qu'on impose pourtant depuis la nuit des temps aux femmes. Pourquoi avoir choisi d'incarner cet idéal dans une gourou de l'aérobic ? Alors en fait, ce qui m'intéressait vraiment dans le film, alors il y a 2 étapes. Il y a l'étape en fait du premier déclassement, puisque le personnage donc est cette ancienne actrice. On comprend qu'il y a eu son moment de gloire en tant qu'actrice avec cette adulation sur le Walk of Fame. Et on imagine que, passé la quarantaine, les rôles ont dû se faire de plus en plus rares. Et que pour continuer malgré tout à exister et pouvoir quand même être regardée par un public, par une caméra, la reconversion à laquelle elle a pensé, c'était ce cours d'aérobic. Là, très clairement, c'est le parcours de Jane Fonda qui a été une vraie... voilà, exactement, une vraie inspiration, où quelque part, les femmes font comme elles peuvent pour continuer à avoir une fenêtre sur le monde. Quand on leur dit, non, cette fenêtre-là, vous y avez plus droit. Et la fenêtre devient de plus en plus petite. Et il y a comme ça cette dégringolade avec cette volonté de quand même continuer à exister, puisque ce sont ces regards qui infusent l'existence du personnage. Et l'autre raison fondamentale pour le film, quand j'ai fait ces choix donc, au moment du scénario, c'est que le film, c'est vraiment un film sur le corps des femmes, sur comment on vit avec notre propre corps, comment il est regardé, comment il est désiré, comment il est découpé en morceaux par les regards, comment il est sursexualisé, comment on le violente, comment on met les mains dans la chair et dans les tripes. Et donc, je savais qu'il fallait que je puisse filmer ça. En fait, que je trouve un élément dans le film qui me permette de filmer ça et pas juste d'en parler, que ça ne soit pas une idée dont je parle, mais que ce soit quelque chose que je puisse montrer, justement aussi dans la manière dont j'allais le montrer d'une manière spécifique pour Elisabeth et la manière totalement différente dont j'allais pouvoir le filmer pour Sue quand elle renaît avec ce corps totalement fantasmatique qui incarne cette sursexualisation et qui bouffe tout l'espace de manière presque outrancière. Et donc, je savais que je voulais que le corps puisse être au centre du dispositif de la mise en scène. Et donc, ça a amené là aussi à cette idée de cette émission d'aérobic, parce qu'il y a aussi cette idée de travail obsessionnel pour aboutir à une perfection. Moi, j'ai grandi avec la VHS de Cindy Crawford, avec son juste au corps rouge et son grand sourire, qui était vraiment, qui nous vendait, si vous ressemblez à ça, vous aurez ce grand sourire, vous serez heureuse, vous serez aimée. Et donc, ça a nourri mes propres complexes de me dire, tant que je ne ressemble pas à ça, c'est foutu pour moi, ça n'ira pas. Et en plus, dans ce côté d'aérobic, il y a comme une sorte de martèlement, c'est un truc très mental, très obsessionnel sur la répétition, sur on se tue à la tâche presque pour modeler, fuseler, définir quelque chose qui est un état, c'est ça ce qui est terrible, c'est que on essaye de contrôler quelque chose qui est incontrôlable, un corps qui va forcément évoluer, qui va forcément bouger, qui va forcément se transformer. Et il y a cette sorte de fantasme et de désir de le mettre dans un carcan qui, si on se tue à la tâche, quelque part, va nous permettre de rester dans des normes acceptables. Donc pour moi, il y avait tous les éléments pour que ça parle parfaitement cette tyrannie mentale que je pense que toutes les femmes s'imposent d'une manière ou d'une autre, et l'obsession internalisée qui nous amène, je pense, à nous martyriser nous-mêmes dans ce qu'on s'inflige, que ce soit les régimes, le rapport à la nourriture, le rapport à tout ce qu'on peut se faire à notre corps pour essayer de le formater selon ce qui nous est présenté comme la clé du bonheur. Vos personnages sont identifiables par les couleurs qui les accompagnent, que ce soit dans leurs vêtements ou même les décors. Par exemple, le personnage de Dennis Quaid, c'est le orange, Demi Moore, c'est le bleu. Comment avez-vous pensé la colorimétrie de votre film dans les décors et dans les tenues ?
Ouais, c'est vrai que ça, c'est des éléments qui viennent dès le scénario, en fait, puisque, en fait, quand j'écris mes scénarios, mes scénarios se construisent vraiment avec les éléments symboliques et la mise en scène. C'est vraiment les premières pierres, avant même que j'écrive l'histoire, qui me permettent de construire l'arène du film. Donc, j'ai des premières idées. J'écris des premières scènes alors que j'ai même pas encore l'histoire qui me viennent. Dans ce cas-là, c'était la scène de la naissance, de la première transformation. Et petit à petit, s'ajoutent les éléments symboliques du film, en même temps que viennent les personnages, qui vont être, en effet, chacun avoir comme ça, presque des costumes de super-héros qui vont les identifier comme représentant une idée, en fait. Comme représentant, donc effectivement, Demi, c'est cet ancrage qui est suspendu entre le présent et le passé et qui fait appel à tout cet imaginaire de l'actrice hollywoodienne des années 30 jusqu'à nos jours, avec ces couleurs très fortes, très simples, le bleu, le jaune, qui sont des taches comme ça, on peut la suivre dans cet univers qui devient de plus en plus fou. Sous, c'est cette surféminité, cette sursexualisation, donc c'est ce rose symbolique du côté féminin, celui avec lequel j'ai grandi, avec les Barbies, toutes ces choses-là, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, et ce personnage de Nice qui effectivement lui est cette personne qui n'a pas peur de se projeter dans l'espace public, qui prend la place avec ses couleurs aussi. C'est ce orange qui n'a pas peur de se faire voir, d'être too much, ou ses costumes léopard ou serpent qui montrent effectivement qu'il y a cet envahissement de l'espace public, ce côté où on prend la place, on domine, on veut se faire voir, on est au centre de l'attention. Et il y a une part de symbolique qui est conscientisée au moment de l'écriture. Je pense notamment au dragon de feu, qui est vraiment cette renaissance du personnage, comme le phénix qui renaît de ses cendres et qui va à nouveau conquérir la ville, qui s'étend devant elle. Et après, je pense qu'il y a une part inconsciente où je fais beaucoup de recherches visuelles, de peinture, de photographie. Il y a des couleurs comme ça qui commencent à prendre forme, que ce soit pour les personnages ou pour les décors. Et je ne pourrais pas exactement dire pourquoi c'est ces couleurs-là qui me viennent, mais je sais qu'elles ont leur importance. Je sais que, du coup, c'est des couleurs où je vais être vraiment très attachée à ce que ce soit celle-ci et pas d'autres, parce que je sais qu'elles ont une importance, qu'elles ont un sens, même si je ne peux pas le rationaliser au moment de l'écriture. C'est souvent après que ça prend forme. Et je me souviens notamment pour ce manteau jaune, je savais qu'il était important. Je savais que ce n'était pas logique en plein été à Los Angeles d'avoir un manteau. Et Demi, je me souviens au début, me disait, mais t'es sûre parce que bon, il fait chaud, normalement, il n'y a pas besoin de manteau. Je disais, mais ce manteau, c'est toi, ça représente ton personnage, ça va devenir ton symbole et il va évoluer avec toi. Et je savais que c'était un élément qui allait être très fort dans le film et qui maintenant, c'est génial quand je vois les articles qui disent que le manteau jaune mériterait son propre Oscar. C'est que cette idée est passée. Et il y a comme ça des intuitions, des évidences qu'on ne s'explique pas complètement dans leur signification, mais on sait qu'elles ont une importance. Et c'est là où, pour moi, la mise en scène vise à les protéger. Pareil pour les décors, où je voulais que chaque décor ait un symbolisme fort, représente quelque chose de l'univers mental du personnage. Cette salle de bain, au début, où elle se fait virer, qui a ce côté rouge, blanc, agressif, de très, très graphique, avec comme ça un côté étrange, ou ce couloir qui est presque une perspective sur sa vie, elle commence à un endroit et puis au bout du couloir, sa vie est finie. Ou cette salle de bain blanche, totalement presque mentale, qui est le rapport du personnage à lui-même et qui va accueillir la naissance de son double. Tous ces éléments-là sont des éléments fondamentaux dès le scénario, en fait, qui construisent le film, en fait, qui construisent le scénario du film au moment même où je l'écris. Vous avez choisi de faire de la compagnie qui distribue la substance une entité complètement anonyme et désincarnée.
mais qui est aussi très directive, qui ne s'exprime que par des injonctions, qui ne fait que donner des règles et des ordres, et qui réduit même ses clients à des simples numéros. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est une représentation de l'injonction anonyme faite aux femmes ? Est-ce que c'est une manière de dire que finalement les femmes sont toutes traitées de la même façon et anonymisées par la société, par exemple ? Ouais, absolument. C'était pour moi, je voulais aussi que cette voix et que ce produit soit un symbole qui pouvait correspondre à des multiples exemples réels. Et là, pour le coup, c'est un symbolisme et qui en lui-même contient en effet une sorte de déshumanisation et de violence, puisque il n'y a pas d'interface en fait. On n'est jamais en rapport avec un autre être humain à qui on peut parler pour de vrai. Il y a toujours, c'est juste cette voix. En effet, on devient un numéro, donc il y a déjà une forme de déshumanisation où on commence à renoncer à qui on est soi pour ne devenir qu'un numéro. Et il y a aussi cette idée sous-jacente du pacte avec le diable, où cette voix, elle est aussi attirante que mystérieuse. Il y a vraiment cette promesse de cette voix qui va vous séduire, qui va vous dire est-ce que vous avez déjà rêvé de ci, avec ça vous pouvez obtenir ci, qui nous promet quelque chose auquel on ne peut pas résister, et qui en effet est un véritable piège où quand on commence à mettre le doigt, là encore, le pacte avec le diable, c'est on renonce à son humanité pour chercher un fantasme qui correspond à nos peurs ou à nos désirs d'échapper à notre condition humaine. Et là, c'était un petit peu ça que représentait ce côté anonyme, mais omniscient aussi, où effectivement, il y a comme ça aussi ce côté un peu caché, enfin un peu secret, quelque chose qui n'est pas officiel. On ne sait pas si c'est un rêve, une réalité. Et jouer aussi avec le mystère qui est que ça pourrait nous arriver à nous aussi. Et la puissance symbolique de cette substance peut représenter 1000 autres produits, malheureusement, qu'on a pu nous vendre ou nous vanter pour nous changer, nous transformer et nous amener tout ce qui serait censé nous rendre une meilleure version de nous-mêmes. Alors j'ai une dernière question qui est très rapide. J'ai vu qu'à 2 reprises, vous aviez travaillé avec Spadaccini, qui est un des grands noms des effets spéciaux en France. J'ai pas pu voir hier soir si c'était encore le cas pour The Substance, mais du coup la question c'est, est-ce que au moment de l'écriture du scénario, vous avez en tête des effets spéciaux pour votre film ? Je voulais juste savoir si le fait que ça monte crescendo de film en film, c'était une volonté propre, ou si c'était complètement un hasard et que dans tous les cas c'est totalement lié au scénario. Alors, sur ce film-là, c'est pas Spadaccini qui a travaillé sur le film. Il était sur Revenge, il n'était pas disponible pour ce film-là. Et en effet, pour le coup, dès le scénario, en effet, je savais que les effets de prothèse et les effets de sang allaient être très, très importants. Ils étaient écrits, c'était une vraie gageure, notamment cette scène finale, sur comment on allait réussir à faire ça. Donc ça a été des mois et des mois de recherche, d'expérimentation, de tests, de tous les départements qui travaillaient ensemble, déco, SFX, prosthétiques, pour réussir à faire toutes les pièces du puzzle. Et en effet, sur ce film-là, il y avait une gradation supplémentaire par rapport à Revenge, parce que je savais aussi que le succès de Revenge me permettait de pouvoir faire quelque chose de plus ambitieux, que j'aime bien les défis aussi, et que j'avais envie de créer à nouveau une expérience nouvelle pour les spectateurs. Je savais que j'avais adoré créer cette expérience du couloir de fin dans Revenge, où il y a ce lâcher-prise qui se passe et qui amène quelque chose de nouveau. Et je voulais, pour ce film-là, passer un cran supplémentaire, amener encore une nouvelle expérience au spectateur. C'est vrai qu'on est abreuvé de tellement de films, d'images, j'avais envie de me dire, OK, il y a quelque chose de spécial qui va se passer sur ce film-là. J'ai envie d'amener au spectateur une expérience spéciale dont il va se souvenir, qui va appartenir au film et qui pourra donner ce moment que moi, je sais en tant que spectatrice, j'ai adoré vivre plus jeune, où un film me scotchait ou me faisait voir quelque chose que j'avais jamais vu. Et donc, j'avais envie de créer ça pour ce film-là.
Et c'est venu naturellement avec le sujet du film, dans cette escalade de pire en pire de ce qui se passe pour ce personnage, qui a amené à développer cette idée-là, où tout le monde s'est creusé la tête pour réussir à la mettre en pratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.